L'éducation ne devrait pas être un lieu de contrôle, mais un lieu de guidance. Notre rôle en tant qu'éducateur, parents, citoyens, est de montrer aux nouvelles générations comment naviguer dans un monde rempli d'outils puissants, comment réfléchir de manière critique, et surtout, comment trouver du sens dans un univers d'informations infinies. Parce qu'au final, ce n'est pas la quantité de savoir que l'on emporte dans la vie qui compte, mais ce que l'on en fait. Et moi, je dis que l'avenir appartient à ceux qui posent les meilleures questions. Alors, on commence par quoi, boss? Dans un monde où l'IA s'infiltre dans les métiers dits intellectuels, on observe un signal faible mais bien présent, la valorisation des métiers manuels. Ces savoir-faire, souvent négligés et perçus comme moins prestigieux, attirent aujourd'hui une attention particulière, y compris à l'étranger. Prenons l'exemple des métiers artisanaux français. Nos boulangers, nos menuisiers ou nos tailleurs de pierre sont enviés bien au-delà de nos frontières. Des formations comme le CAP, longtemps dévalorisées chez nous, sont perçues ailleurs comme des gages de prestige et de compétences exceptionnelles. Pourquoi ? Parce que ce sont des métiers qui reposent sur des compétences humaines uniques, difficiles voire impossibles à automatiser. Dans un monde saturé d'IA et de numérisation, ces savoir-faire incarnent l'authenticité, le tangible et la créativité. Revenons en arrière et parlons un peu de Léonard de Vinci. Cet homme, souvent vu comme l'incarnation du génie humain, n'avait pourtant aucun savoir académique. Il ne parlait même pas le latin, la langue des intellectuels et des artistes de la Renaissance. Sa maîtrise était pourtant considérée comme essentielle à cette époque pour accéder aux textes classiques et scientifiques, qui n'étaient souvent disponibles que dans cette langue. Les savoirs académiques de Léonard de Vinci provenaient 1. de son apprentissage pratique dans l'atelier de Verrocchio, 2. à un accès partiel aux œuvres scientifiques et philosophiques classiques, soit au travers de textes traduits en italien, ou soit avec l'aide d'érudits parlant cette langue, comme Francesco Melzi, son élève et assistant, et enfin par ses études autodidactes, ses expériences et ses observations qui relèvent de ce qu'on appelle la méthode ingénieuse. Ars Ingeniendi, une approche caractérisée par l'inventivité, la créativité et l'adaptabilité dans la résolution de problèmes ou dans la production de connaissances. La méthode ingénieuse peut être résumée en 6 points. Tout d'abord, l'observation minutieuse. L'observation est la base de l'apprentissage et de l'innovation. Léonard de Vinci, par exemple, étudiait la nature, les mouvements des corps, les structures organiques et mécaniques, en consignant tout ça dans des carnets. Il s'efforçait de comprendre les mécanismes fondamentaux des phénomènes qu'il observait. Ensuite vient l'expérimentation. La méthode ingénieuse privilégie l'empirisme. Les idées, les concepts doivent être testés par des expériences concrètes. Pour Léonard, cela signifiait disséquer des corps pour comprendre l'anatomie ou concevoir des machines pour tester les principes mécaniques. L'interdisciplinarité. L'ingéniosité naît souvent de la combinaison de connaissances provenant de plusieurs domaines. Léonard excellait dans l'art, les sciences, la mécanique et les mathématiques, ce qui lui permettait d'innover de manière unique. Créativité et imagination.